Bienvenue à cette table ronde technique et artistique service ou servitude. Je suis Sophie Proust, maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université de Lille et journaliste pour la revue Théâtre. Et nous avons autour de la table Yves Froll, directeur technique de la Comédie de Genève, Christine Le Tailleur, metteuse en scène, Ondine Traguer, artiste éclairagiste et comédienne, et Olivier Coldefy, psychologue clinicien, coordinateur du pôle psychosocial à Thalis Santé. Voilà, le reste de leur bio, vous l'avez dans les documents en ligne. Nous aurons donc un premier tour de table avec une question précise à chaque intervenant. Et puis après, on va ouvrir avec une discussion encore entre nous, mais pour l'ensemble. Et nous ferons attention à ce qu'il y ait un temps de parole avec vous à la fin de 10 minutes environ. Et nous finirons à 15h25 précise pour laisser la place à d'autres camarades. Alors, merci bien sûr au JTSE de permettre à Reditech, qui organise cette table ronde, d'être là. Reditech, c'est la réunion des directions techniques. C'est l'association professionnelle des responsables techniques du spectacle vivant, une association de type 1901. Ce n'est pas une société où vous pouvez avoir des actions. Vous avez plus de 320 professionnels du spectacle vivant qui en font partie, des cadres techniques, des responsables d'équipement, de salles ou d'événements. Et la particularité de Reditech, c'est de créer un échange convivial et fructueux entre les personnes et de favoriser, dans l'objet social, la circulation de l'information et créer le lien indispensable entre ses membres. Voilà. Alors, Jean-Jacques Monnier, ancien directeur du TNS, en était le président jusqu'à hier. Et maintenant, on salue l'arrivée de Jean-Rémy Baudonne, qui doit aussi être présent dans la salle. Voilà. Dans la préparation de cette table ronde, on m'a mis la pression en me disant qu'il y aurait sûrement le directeur général de la ROF, Réunion des Opéras de France, qui serait là, la présidente de l'APAS, l'Association des professionnels et de l'administration du spectacle, le vice-président de l'UCL, l'Union des créateurs Lumière, le président de l'UDS, Union des scénographes, etc. Et en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est bienvenue à tous et à tous. Voilà. Alors, du 7, je parle un peu vite maintenant pour laisser la place à nos intervenants. Du 7 au 17 juin 2023, aurait dû y avoir à la Comédie de Genève, en Suisse, un spectacle intitulé « Les émigrants » de W.G. Sebald, mise en scène par le metteur en scène polonais Christian Lupa. Voici l'information donnée au public que vous pouvez encore trouver sur le site de la Comédie de Genève. Donc je lis. Annulation de la production des émigrants. La Comédie de Genève annonce l'annulation de la production des émigrants en raison de divergences sur la philosophie de travail entre la direction artistique du projet d'un côté et la direction générale et les équipes permanentes et temporaires de l'autre. Ces divergences ont engendré des difficultés de communication, rendant la création du spectacle irréalisable. Depuis le début de leur direction, Natacha Kouchoumov et Denis Maillefer, NKDM, ont affirmé la défense de valeurs fortes au sein du théâtre. Ces valeurs se retrouvent dans un règlement du personnel, une charte de comportement et les contrats signés avec chaque équipe artistique. Dans le cas de la production des émigrants, la codirection NKDM a constaté des manquements dans le respect des valeurs, sources de différents opérationnels qui ont rendu cette décision nécessaire, quand bien même la Comédie de Genève a cherché jusqu'au bout des solutions organisationnelles. Pour ces raisons, toutes les représentations sont annulées et la Comédie présente ses excuses pour les désagréments occasionnés. Chaque personne détenant un ou plusieurs billets recevra un avoir pour la prochaine saison, etc. Fin de citation. S'il s'agit sûrement d'une première en matière d'annulation de représentation de ce type-là, je veux clairement affirmer que même s'il va en être question dans la prise de parole d'Yves Froll, donc directeur technique et membre du comité de direction de la Comédie de Genève depuis plus de 10 ans, la table ronde n'a pas pour objectif de s'attarder sur le cas Lupa. L'objectif de cette table ronde, technique et artistique, service ou servitude, c'est, grâce à nos différents protagonistes, de témoigner d'un changement réel dans la société d'aujourd'hui en matière de relations au travail, avec des répercussions dans le droit du travail et la protection des employés. Et si nous pouvions vous proposer des outils pour éviter cet éventuel passage du service à la servitude, nous en serions très heureux. On sait
toutes et tous que la technique en général est souvent dans l'ombre, en tout cas c'est la réputation qu'elle a, et au service d'artistes pour la création de spectacles. Mais elle fait également partie de l'équipe de direction des théâtres, comme j'aime à le rappeler. Volontairement, je ne souhaite pas donner de définition de service et servitude, afin que chaque intervenant ait justement l'occasion de dire ce qu'il entend par ces termes. Nous allons donc évoquer la question des limites du service, de cet éventuel passage illégal, en fin de compte, à la servitude. Ainsi, il est bien possible que la question du harcèlement soit au centre de la table ronde, même si vous aurez remarqué que le communiqué de la Communauté de Genève ne l'a, volontairement ou pas, mais en tout cas ne l'a pas employé. Alors, la première question va donc s'adresser à Yves Froleux. Je remercie donc encore une fois nos participants. Donc Yves, vous êtes le directeur technique de la Comédie de Genève, au service a priori des metteurs en scène. C'est évident qu'avec une vingtaine d'années dans le métier, vous avez vu travailler un certain nombre d'entre eux, avec des comportements, des personnalités, des caractères différents. Dans le cas de Christiane Lupa, les limites ont été franchies. On est là aussi de manière factuelle, hein, c'est important de le dire, car le metteur en scène a signé une charte de bienveillance à l'égard des personnels, mais ne l'a pas respectée et a été auteur de, donc je vous cite dans la préparation de cette rencontre, brimades, humiliation, dénigrement de compétences professionnelles, ce qui a pu susciter aussi un traumatisme pour des membres de votre équipe, sinon de l'équipe entière. Yves Froleux, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le passage du service à la servitude et comment avez-vous fini par agir avec comme répercussion l'annulation du spectacle? Pour répondre à cette question, je crois que c'est vraiment pas une réponse simple et qui peut se résumer en quelques phrases. Comment on est arrivé là? C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où les régisseurs... Alors je vais commencer par ça, parce qu'on parle quand même d'une équipe de régisseurs très aguerris, qui ont de l'expérience, qui ont travaillé avec pas mal de metteurs en scène, même des compliqués, des metteurs en scène, qui ont vraiment la passion du métier, qui voulaient vraiment aller au bout de ce projet, qui ont accepté beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas dû accepter. On va revenir plus tard pour dire on aurait probablement dû arrêter ça avant. Donc c'était vraiment une équipe de gens motivés qui ont entre 35 et 50 ans, qui sont eux-mêmes des artistes, qui sont eux-mêmes très impliqués et qui avaient fait le choix d'accompagner ce projet-là, qui avait de l'intérêt, qui étaient excités par ce projet-là, qui étaient excités par l'ampleur et la présentation de l'artiste. L'annulation est intervenue simplement par un arrêt de travail, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus, il ne pouvait plus, elle ne pouvait plus continuer, ça s'est arrêté brutalement, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait plus si on doit mettre plus fort, on ne sait plus ce qu'on doit éclairer, les consignes ne sont pas claires, et on n'y arrive plus, il y a des brimades, on va parler de... Je pense que le point central de tout ça, c'est pas du harcèlement, mais plutôt des violences psychiques, mais vous y reviendrez très certainement avec plus de brio que moi. Ça s'est arrêté brutalement parce qu'on n'en pouvait plus, parce que c'était plus possible de travailler dans ces conditions-là. Alors, c'est quoi ces conditions-là? C'est d'abord une ambiance de travail, c'est-à-dire que le metteur en scène ne dit pas bonjour, se pose sur scène, dos au technicien, communique dans une langue, le polonais, parle très fort, et aussi, on a une part de responsabilité, mais une traduction technique qui est très très mauvaise, donc des indications techniques qui ne sont pas forcément les bonnes, donc qui génèrent de la colère, qui génèrent du dénigrement de compétences. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui se fait. Il n'y a pas de geste violent. Ça aurait été beaucoup plus simple s'il y avait une baffe ou quelque chose vraiment de puissant sur lequel on puisse s'accorder. Non, c'est un travail vraiment de sape. Et je pense que l'arrêt de ce spectacle-là
Ça s'est passé chez nous, ça aurait pu se passer autre part, mais ça s'est passé maintenant. Ça s'est passé maintenant après avoir été formé sur des violences, de la discrimination. On a nous-mêmes signé cette charte. On a été formé par la ville l'année en 2020 quand on a pris le théâtre, et qu'on est pleinement conscient de ça, qu'on avait déjà débordé pas mal de cas. Alors. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez savoir. Je me suis perdu, nous. Vous n'êtes pas perdu. Il faut savoir que nous avons parmi nous des personnes qui en fait ne sont jamais justement en première ligne pour prendre la parole. Donc c'est ça peut être aussi un peu compliqué. L'idée, c'est qu'est-ce qui a fait ce passage en fait? Parce que d'une certaine manière, vous dites des éléments, mais c'est un petit peu aussi allusif. Alors il ne s'agit pas de forcément rentrer dans tous les détails. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, on ne voit pas la chose arriver? Qu'est-ce qui fait que ça s'est fait petit à petit? Vous avez dit une chose qui est très importante, c'est que tous les techniciens et techniciennes voulaient en fait faire le spectacle. Et que ça a été très long en fait. Les répétitions, c'était 3 mois, la Comédie de Genève, c'est ça? Et ça s'est arrêté 10 jours avant. C'est 10 jours avant, je crois qu'il faut le mentionner, que, je ne me trompe pas, mais je vous laisse parler, de mentionner qu'il y a eu plusieurs étapes et qu'en fait... le fait que vous ayez été formé, je pense que c'est absolument fondamental, et qu'en fait vous aviez aussi une direction qui allait dans votre sens, et que vous avez parlé, il y a eu des allers-retours pour parler et, je ne veux pas dire dénoncer la situation, mais faire part de la situation. Donc est-ce que vous pouvez développer ces points pour montrer finalement un engrenage de faits qui fait qu'à un moment, ça n'a plus été possible? Alors, ok. C'est vrai que le projet, il se développe sur une quinzaine de semaines, 14-15 semaines. Il y a 8 semaines qui se passent en salle de répétition avec petite formation, son équipe artistique. Et après, on a une phase où on fait un tournage, où on nous demande de faire un tournage. On en arrive aussi sur une promesse de caméra à l'épaule. On finit avec 2 camions de matériel qu'on doit booker. Tout ça, c'est fait vraiment dans l'urgence, des promesses non tenues et une équipe artistique à côté du maître plutôt incompétente. Et là-dessus, donc, on va commencer à travailler. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette montée en puissance, ce couple aussi qui forme avec son conjoint, où ils ne sont pas toujours d'accord. On parle en polonais, on commence à parler de plus en plus fort. Il y a les premières dévalorisations vraiment de mes collègues. Et puis, il y a quelques montées en puissance où il y a vraiment de la violence on a dû évacuer une personne pour la protéger, l'interdire de revenir. Et là, bon, on est quand même à 2-3 semaines de plateau et il nous en reste encore 2. Donc, deuxième cas où justement il demande un effet de lumière. Aujourd'hui, comme une salle de technicien, on sait qu'un effet de lumière, ça se programme, ça se fait pas en 14 secondes. Et ça venait pas assez vite. Et une foudre, une violence avec des mots vraiment extrêmement puissants sont arrivés. Ce jour-là, en fait, on a commencé, nous, parce qu'ils nous ont quand même avertis régulièrement, enfin relativement tôt, donc on a commencé avec la direction à se relayer pour être présent à toutes les répétitions. Ce jour-là, il y avait le directeur qui était là, donc il s'est levé, il est intervenu, il faut que ça cesse. Il y a son adjoint qui s'est posé, il l'a traité de Satan, nous on était des amateurs. Enfin, et voilà. Deuxième cas, donc là c'est 5 jours avant l'annulation où on interrompt clairement une représentation. Ensuite de ça arrive, ça ici c'est très important, c'est qu'il y a un transfert des responsabilités sur l'équipe technique. C'est-à-dire que le matin il va venir, on a pris du retard. Comme on a pris du retard à cause de votre incompétence, je ne jouerai pas la première. Donc il y a un transfert de charge de responsabilité sur l'équipe technique. C'est de votre responsabilité, c'est de votre faute. Même si ce n'est pas entendu par la direction, parce qu'on n'est pas dupe, parce qu'on suit le truc, et puis que franchement, Natacha et Denis, ils étaient très, 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 très régulièrement en salle de répète pour surveiller tout ça. Mais il y a cette pression qui se met sur l'équipe technique. Et au moment de l'arrêt, il y a aussi toute cette période où les responsables, c'est les techniciens. Dans un premier temps, après, voilà. Donc il faut expliquer que non, c'est pas ça, c'est juste qu'on ne peut plus travailler. Alors c'est nous qui ne pouvons plus travailler parce qu'on est en première ligne, mais ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du directeur, mais aussi de l'ensemble du personnel.
Et quand on sera, il y a un moment assez important, il y a des moments vraiment clés pour arrêter ça, c'est qu'il y a, bon, on arrête, on essaie de trouver des solutions de remplacement, de faire venir un technicien, vraiment un vrai technicien pour faire ça dure 3 jours. Et quand je vais annoncer à mon équipe que peut-être on aura trouvé une solution pour aller au bout, ben, il y a un effondrement, ça part en pleurs, c'était juste plus possible. C'est-à-dire que le fait de pouvoir arrêter, tout ça, ça s'est relâché. On a réussi à mettre des mots sur quelque chose qui est aujourd'hui plus concevable et plus acceptable. Merci Yves. Alors, je rajoute encore juste 2 petites choses. C'est qu'effectivement, il y a aussi le juridique, une avocate qui est venue mettre des mots relativement clairs sur ce qu'on avait mis. Et puis voilà. Donc, c'était... Bon, de toute façon, là, c'est clair qu'on voit une souffrance au travail qui fait passer du service à la servitude. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Coldefi. Donc, je pense que tout le monde réceptionne cette parole-là. Pour l'instant, on la met pas de côté, mais on l'a entendue. On y reviendra peut-être d'une autre manière. Même si je peux pointer tout de suite une chose intéressante, parce que parfois en France, même quand on est dans le théâtre public, on se dit qu'il manque toujours des subventions, il manque de l'argent pour améliorer les conditions de travail. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a préparé ensemble, Yves, vous m'avez bien dit, pardon, que vous m'avez bien dit qu'en fait, il n'y avait pas de problème d'argent, et que là, vous avez fait part des problèmes de traduction en fait entre l'artiste polonais et l'équipe suisse, et qu'en fait, il y a des secteurs qui n'ont pas été pensés et qui sont justement ces secteurs de la traduction pour que la communication entre un corps de métier ou un groupe de personnes dans les répétitions puisse parler à d'autres personnes et que la communication soit parfaite. Et là, c'était pas une question d'argent, mais de ne pas avoir pensé en amont peut-être ces postes de travail. Mais peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure. Alors, Christine Le Tailleur, metteuse en scène. Christine Le Tailleur, elle a un rapport particulier à son esthétique, puisque pour elle, ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser des images, de les visualiser pour mieux écouter le texte. Donc, c'est d'une certaine manière un peu une manière différente de travailler d'autres metteurs en scène. Et vous avez développé ces dernières années justement un protocole de répétition spécifique avec les techniciens. Pouvez-vous donc nous faire part de cette originalité dans l'approche de votre travail avec les techniciens et les techniciennes, notamment par rapport à cette notion de service? Tout à fait. Bonjour. Alors, au fur et à mesure des spectacles que j'ai montés, en fait, j'avais souvent des remontées de plateau par les acteurs qui me reprochaient de passer beaucoup de temps avec les techniciens, donc les créateurs, de leur donner trop de place. Sauf que moi, j'avais besoin de leurs compétences, de leur savoir-faire, qui n'est pas les miennes, les compétences. Et donc, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, il faut que j'ai la paix au plateau. Alors, comment je vais faire pour avoir la paix et avoir du temps pour la recherche d'images, d'espaces lumineux, d'espaces sonores. Donc, en fait, avec le temps, je fais des séances spéciales avant les répétitions avec mon équipe technique. Alors, je les vois toujours un par un avant. Je leur donne le texte parce que pour moi, c'est un partage, c'est une collaboration. Je disais toujours à mes techniciens, vous êtes les acteurs comme les acteurs au plateau. Parce que si je n'ai pas l'ambiance lumineuse, les variations que je ressens, que j'ai du mal à traduire, ben, je peux pas écouter le texte. Donc, pour moi, la technique, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, pour essayer de travailler de manière paisible, donc je travaille toujours, je fais toujours des répétitions avec eux, sans les acteurs. Parfois, j'ai une doublure lumière. Je prends un jeune acteur, en général, parce qu'il se prête bien au jeu. Parce que les acteurs, parfois, d'un certain âge, ou voilà, qui enchaînent beaucoup les spectacles, n'ont pas la patience. Et pour chercher en lumière, pour chercher en son, il faut travailler dans le calme, dans le plaisir, je dirais. Et moi, je travaille toujours donc de manière, comment dirais-je, en échange. Pour moi, c'est pas... bien sûr, on est au service, je dirais, d'un texte,
tous ensemble. Moi-même, je suis au service du texte et pour moi, les techniciens sont des collaborateurs. Ils m'aident à trouver, à aller chercher des images. Et puis, moi, je ne suis pas technicienne, donc je n'ai pas le langage, je n'ai pas le vocabulaire technique. Et quelque part, ça ne m'a jamais intéressée. Je retranscris avec mes mots les impressions que j'ai en lisant le texte, les images. Et donc, ça demande un travail aussi aux techniciens qui m'entourent pour essayer de traduire avec mes mots qui sont les miens, avec mon langage. Eux retraduisent en fait mon langage. Donc, ils sont les passeurs aussi de mon langage. Et ça, c'est une chose très importante. Je me suis toujours posé des questions. Mon Dieu, comment vais-je retraduire les impressions, ce que je vois, comment, voilà. Donc, ce sont des questions et qui sont en partage avec une équipe. Et donc, voilà, de mon côté, j'ai toujours privilégié la collaboration et j'étais même très complice avec mes techniciens quand parfois une actrice, un acteur me disait, pour vous donner un exemple, non mais le son ça va pas, c'est trop fort, il respecte pas, il se trompe, etc. Donc nous on se faisait des notes, ou on se fait des notes en off et on travaille ensemble pour calmer aussi les tensions des acteurs qui parfois, bon ben voilà, les acteurs ils sont angoissés, ils ont la pression, c'est normal, ils sont devant la scène. Donc pour moi c'est tout un travail de collaboration qui va au-delà même de la création que j'ai avec mes techniciens. Et puis ça fait longtemps que je travaille avec la même équipe et je trouve que c'est formidable quand on peut avoir une équipe fidèle parce qu'on se comprend, on se connaît, on n'a pas besoin de donner d'explications et là c'est formidable. Et je pense que c'est important de poser toutes ces questions-là aujourd'hui. Alors Christine, vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Vous avez parlé de séances spéciales avant les répétitions, donc avec les équipes techniques. Mais ce temps de répétition, qui est un temps de répétition rémunéré pour tout le monde, est-ce que ça veut dire... Moi, dans ce que j'avais compris dans notre préparation, c'est que les répétitions, en fait, étaient plus longues et qu'en fait, on commençait avec un temps avec les techniciens. Parce que là, c'est comme si le temps des répétitions avec les techniciens est un temps en plus des répétitions. Alors qu'en fait, pour justement que les techniciens soient inclus dans le processus de création, il faudrait qu'ils soient dans les répétitions. C'est un temps qui est calé dans les répétitions, en fait. C'est-à-dire, avant, bon, ben, j'imagine un planning, en fait, et voilà, je me dis, ben, j'ai tant de temps de répétition, ben, je démarre une semaine avec la technique, et puis les acteurs, ben, ils apprennent leur texte de leur côté, et même lorsqu'on est en répétition, le soir, souvent, je débriefe avec mon équipe technique. Et les acteurs, ben, ils vont se reposer ou apprendre leur texte. Donc en rigolant, je disais, bon, ben, les acteurs dehors. Mais voilà, c'est un temps que j'imagine avant que je mets dans mon budget, quitte à réduire un peu le temps avec les acteurs qui peut s'organiser différemment en fonction des projets. Mais je pense que ça se pense en amont. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive en répétition, même quand je vois mon équipe technique, j'ai comme un synopsis. C'est-à-dire, j'ai les séquences, j'ai les images, donc je sais un peu où je vais, même si ça peut se modifier. Par exemple, un effet lumière peut modifier un mouvement pour d'acteur. Mais ça, je l'accepte. Et puis, voilà, moi, je suis proche de l'équipe dans le travail d'équipe technique. Et Christine, comme ça fait un moment que vous travaillez dans ce métier, que vous travaillez un peu, enfin, que vous avez cette relation très particulière avec les techniciens, moi j'ai du mal à croire que vous n'avez pas le vocabulaire, parce que quand on fréquente toujours le technicien, on commence à le connaître, ce vocabulaire. Et comment les techniciens reçoivent en fait votre manière de travailler ? Oh bah écoutez, ça se passe bien. Après, je leur explique. Mais par exemple, le créateur son avec lequel je travaille, ça fait peut-être 20 ans qu'on se connaît. Je l'ai connu au TNB. Il était responsable à l'époque là-bas. Et donc, comme ils me connaissent,
C'est beaucoup plus facile. Non, j'ai jamais voulu apprendre le langage technique parce que c'était ça me bloquait en fait. Pour moi, ça me parlait pas. Donc je pouvais pas l'apprendre. Mais par contre, je vais dire voilà, là je vois un ciel bleu, là il se passe quelque chose, une ombre, comment on peut faire. Voilà, je pense qu'avec nos mots, avec des dessins aussi, moi j'aime mettre des croquis, des machins et tout, on peut dialoguer. On n'a pas besoin de connaître la langue technique pour pouvoir creuser, je pense. Et c'est aussi une question de confiance, de relation à l'autre, parce que l'autre a les compétences que moi je n'ai pas. J'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez un rêve et vous vous adressez aux compétences des techniciens pour que eux puissent faire leur propre travail de création, de créativité, en mettant en, en réalisant en fait votre rêve. Je voulais le dire autrement, mais c'est pas grave. Merci. Alors, Ondine, justement, Trager, c'est une très bonne transition. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes à la fois artiste et technicienne. Donc vous avez participé à la création d'ailleurs d'un spectacle intitulé Service d'Olivier Sylvestre, qui est écrit d'après une écriture de plateau, mise en scène par Juliette Steiner, où on a 5 personnages de techniciennes qui font finalement leur spectacle en l'absence de la metteuse en scène. Spectacle dans lequel elles revisitent un grand nombre de clichés dont elles sont victimes. Et l'une des premières répliques, c'est on critique la hiérarchie, on ne veut plus de la hiérarchie, et on a les techniciennes qui s'emparent totalement du plateau. Lors de vos études techniques à l'École nationale supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, en section régie création, vous avez regretté que le fait de penser la création artistique ait été trop timide dans vos cours techniques, notamment sur la pensée de la lumière, par exemple. Aujourd'hui, vous refusez ce clivage entre artistes et techniciens, au point justement d'affirmer que pour vous, le technicien ou la technicienne, bien sûr, n'est pas au service du metteur en scène, mais un collaborateur et créateur à part entière. Pouvez-vous, Ondine, nous développer ce point de vue qui évacuerait donc d'emblée toute idée de servitude et peut-être même de service? En fait, le théâtre, c'est un projet collectif. C'est inventer un monde tous ensemble, quoi. Et donc, oui, je ne suis pas au service d'une pensée unique, mais je suis au service du collectif. Et de cette intelligence collective au théâtre qui est là pour inventer un nouveau monde, quoi. Et ce que je veux dire aussi, c'est que effectivement, on a tous des particularités dans nos domaines, en lumière, en son, voilà, et que en fait, c'est une question d'échange et de comment on s'adresse aux autres et de bienveillance, et que en fait, la servitude arrive à partir du moment en fait où on nous demande et on exige de nous de faire quelque chose. Mais moi, j'ai envie d'être au service d'un projet. J'ai envie, je suis très heureuse d'être avec un ou une metteuse en scène qui, justement, comme disait Christine, va me dire, moi, j'aimerais, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, une aube, ou voilà. Et je suis très heureuse, et je pense que ça fait partie de notre travail, de ce bonheur d'être au service d'un projet collectif, et que c'est tellement beau. Et ça en devient tellement triste, en fait, à partir du moment où il y a un despote, quoi. C'est tyran. Et il y a une telle, comment on appelle ça? Oui, cette idée du créateur tout-puissant qui est inspiré, qui va tout faire pour créer ses images, et qu'il s'en fiche, en fait, du monde qui l'entoure. Il veut juste ces choses, et peu importe qu'il fasse souffrir les gens. Et on a laissé pendant des années, en fait, des personnes comme ça, sous prétexte que c'est beau d'avoir un artiste comme ça, tellement inspiré. Et on leur a fait la place. Et aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Il y a une telle évolution aussi technique. Notre technologie en lumière, en son, évolue. Et il y a aussi une pensée qui est très importante, c'est que la technique fait partie de la création et partie de l'évolution de la création.
et que suivant les technologies, on ne peut pas créer de la même manière. Aujourd'hui, on a l'arrivée du LED, ça transforme notre travail et ça transforme les relations qu'on a avec nos metteurs en scène. Ça demande plus les mêmes temps, par exemple, de pupitrage, ou enregistrer une mémoire n'est pas aussi simple. Donc à partir du moment où il y a un manque de communication avec le metteur en scène, qui ne va pas savoir en fait ce changement, par exemple, qui va exiger tout à coup, qui va avoir l'habitude qu'on enregistre une mémoire hyper vite, aujourd'hui, on ne peut plus peut-être faire la même chose, donc il y a un temps nécessaire. Et donc c'est ce dialogue-là entre la technique et l'artistique qui est hyper important, je trouve. C'est qu'il y a un clivage entre la technique et l'artistique, comme si je sais pas comment dire, comme si c'était deux choses séparées, quoi. Et il y a derrière l'idée aussi dans la création que, comment dire, qu'il y a une forme que la technique serait contraignante vis-à-vis de la création. Et ça, c'est important aussi de le dire, je trouve. C'est que beaucoup de metteurs en scène, beaucoup d'artistes pensent que la création va venir être un frein, en fait, à leurs idées. Et que du coup, ça vient créer un blocage qui fait qu'on essaie de passer en force en artistique, parce qu'on se dit, la technique, ça va venir nous empêcher de faire des choses, il y a des normes, il y a des règles, mais que aujourd'hui, notamment dans ces questions de harcèlement, quoi, on ne peut plus faire la même chose que hier, et voilà, le monde bouge. Merci Ondine. Je vais te poser deux questions. Est-ce que parce que tu es éclairagiste aujourd'hui et en même temps régisseuse lumière sur des spectacles, donc tu conserves ces deux volets dans la technique et la créativité. Est-ce que toi, tu as souffert de ce manque de communication dont tu parles dans des productions ? Est-ce que tu peux reformuler, pardon Oui, tu parles enfin, je peux passer à la deuxième question qui va te permettre de répondre mieux peut-être à la première. C'est dans la préparation, ce que j'ai compris, c'est que finalement aujourd'hui, il y a des personnes avec qui tu ne vas plus travailler, tu ne veux plus travailler, et donc tu travailles avec des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui ont la même vision que toi, en fait, du technicien en général. Donc ma question, c'est est-ce que auparavant, pour arriver à ce changement-là, est-ce que tu as souffert finalement dans des créations où tu t'es vu un technicien, une technicienne qui devait réaliser juste des enfin pas interpréter justement, être exécutant, voilà, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure, qui exécutait des éléments techniques au service d'une mise en scène, et que toi tu n'y trouves plus ton compte, et c'est pour ça que aujourd'hui tu ne travailles plus avec certains metteurs en scène et que tu veux travailler uniquement avec des personnes ouvertes à ta vision en fait de ton travail. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui je travaille essentiellement avec des jeunes compagnies où cette idée de collectif, de travail en commun existe, et où on essaie d'inventer des choses, où on est bienveillantes les uns avec les autres, et où en tant que technicienne et éclairagiste, les échanges sont possibles, quoi, et que je suis pas ramenée à, comment dire, où je sais qu'on me considère dans une personne intelligente qui peut avoir des idées, qui peut faire des propositions, que proposer une chose en lumière, c'est proposer de la pensée, en fait. C'est pas juste proposer que c'est bleu, enfin, c'est de la pensée, en fait, c'est un langage. Et voilà. Merci. Je voulais quand même revenir sur une dernière chose qui était, ça va me revenir, oui, est-ce que c'est générationnel alors pour toi, cette question de relation de la technique, des techniciens, techniciennes comme un service ou comme quelque chose qui dépasse les limites en fait? Oui, effectivement, oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont posées sur comment on travaille les uns avec les autres. Le travail évolue. Je pense qu'aussi, et plus globalement, on se pose la question de notre environnement.
et que ça a un lien. Je pense que comment dire, on considère beaucoup que finalement l'environnement serait comme à notre service et qu'on serait comme ça les êtres humains dominants sur une planète, mais qu'en fait non. Enfin, il y a d'autres choses qui existent en dehors de nos volontés et d'autres rythmes et qu'il faut arriver à vivre tous ensemble, quoi. Et donc oui, on arrive à un point politique qui exige qu'on se pose des questions et qu'on change les choses. Merci. Pour changer les choses, c'est peut-être la relation à la santé, puisque finalement on parle aussi de ça. Donc j'en arrive à la présence d'Olivier Koldéfi parmi nous, qui est psychologue clinicien, coordinateur du pôle psychosocial chez Thalie Santé. Thalie Santé, c'est un organisme dont l'une des spécificités est justement de travailler à la prévention de la santé des intermittents du spectacle, notamment. Et quand le travail ne devient plus un service, ou que dans une relation de travail, un employeur ou un employé dénigre les compétences des autres, cela s'appelle du harcèlement. Donc le Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, ce qui dans une histoire du théâtre est quand même assez récent, donc stipule pour le harcèlement moral, dans son article L 111 512-1, donc je cite: aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé psychique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Fin de citation. Et pour rappel, le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique définit ainsi le harcèlement moral. Parce que c'est toujours bien d'avoir des éléments de définition, même si j'ai refusé de définir service et servitude. Donc, il peut se manifester, donc, le harcèlement moral, sous différentes formes, notamment critique incessante, sarcasme répété, brimade, humiliation, propos calomnieux, insultes, menaces, mise au placard, conditions de travail dégradantes, refus de toute communication, absence de consignes ou consignes contradictoires, privation de travail ou charges excessives abusives, tâches dépourvues de sens ou sans rapport avec les fonctions. Donc ça vient donc du ministère du Travail. Ça date de 2010. Je n'ai pas trouvé de documents réactualisés, mais ces éléments restent. Donc, Olivier Koldéfi, quels sont les moyens pour les personnes, notamment pour les intermittents du spectacle ou les permanents, de se prémunir contre cette servitude ou ce harcèlement moral? Alors là, le texte sur le harcèlement moral, faire attention, il date de 2008, mais alors, le Code du travail a beaucoup évolué depuis. Le problème, c'est que les textes existent, c'est une bonne nouvelle. Ils sont méconnus, et c'est pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont appliqués. Donc dans la phase, il faudrait déjà les faire connaître. La particularité des intermittents ou des petites structures, c'est que, voilà, Thalie Santé, nous avons des grands groupes, je vais nommer le groupe Le Monde. Voilà. Le groupe Le Monde, vous avez un salarié, un pigiste en souffrance, vous avez un manager, vous avez un RH, il y a des sonnettes d'alarme et on vient nous interpeller. Quand vous êtes une petite structure, qui va interpeller qui? Quand vous êtes intermittent, qui va interpeller? Ce que je veux dire. Plus on est isolé, moins on a de structures de prévention possibles et sur laquelle s'appuyer. Ça, c'est un état de fait. Ce qui est rassurant, c'est que les textes existent parce que même si je suis un service de prévention et de santé, je vais des textes qui vont beaucoup plus loin. On a le texte, alors la référence, mais vous les aurez, est-ce que je mettrai un lien PDF avec des textes de référence, sera possible sur le site? Oui, bien sûr. Je pense que oui, bien sûr. Sur le site de Reditech, nous mettrons ces éléments-là. Je ne vais pas vous synthétiser ça, mais vous aurez 2 pages très bien synthétisées. Vous avez quand même des textes de 2017 qui posent l'obligation de l'employeur de prendre soin de la santé physique et mentale du salarié. On est en 2017, c'est plus global que le harcèlement. La Cour de cassation en a fait une obligation de résultat. Alors quand je parle d'obligation de résultat, vous avez un employeur qui est poursuivi. Alors, je prends un exemple qui ne vient même pas de vos champs de compétences. Vous avez un employeur qui est poursuivi par une famille suite au suicide d'un salarié. On va aller voir l'employeur qui dit oui, je lui ai proposé un coaching, c'est la mode le coaching. Je lui ai proposé du débriefing, je lui ai proposé des formations. Oui, vous l'avez fait, mais vous avez échoué. On va assez loin pour qu'il y ait une obligation de résultat. Là où on ne parle pas de harcèlement moral, c'est que c'est le seul, je suis expert judiciaire à côté de ça, c'est le seul harcèlement qui demande une répétitivité.
Harcèlement moral, une enquête est obligatoire et le rendu de l'enquête aura une subjectivité, parce qu'en France, ce qui compte, ce n'est pas le texte, c'est l'esprit du texte. Vous portez plainte pour harcèlement moral, vous pouvez avoir une reconnaissance en prud'homme, une non-reconnaissance en civil, et les deux jugements ne sont pas opposables. Donc on peut aller beaucoup plus loin que le harcèlement moral. Harcèlement discriminatoire, one shot, une fois suffit. Toi, avec ton cas précaire d'intermittent, rentre chez toi. Une fois suffit. Si on va plus loin dans le texte, je vous donnerai les exemples de 2019, où la Cour de cassation a validé, même pour un employeur, le fait de licencier un de ses salariés qui criait sur un salarié, parce que ça renvoie même à une image négative de la société. Donc en 2023, bienvenue en 2023, on n'a pas le droit de crier sur les gens. Alors déjà, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de crier sur un collègue, ce qui a un impact sur un collègue. On n'a même pas le droit de crier sur quelqu'un parce que ça renvoie une image négative de sa propre boîte. Donc les outils, les textes sont là. Il y a une méconnaissance du texte, et même quand on les connaît, c'est parce qu'on les connaît qu'on les fait appliquer. Mais en tout cas, voilà, il faut d'abord le connaître, parce que la particularité, là, on ne sommes pas sur un volet pénal, tant qu'on n'est pas sur la dimension sexuelle, par exemple, on n'est pas sur un volet pénal, on est sur un volet civil, c'est-à-dire que ce n'est pas le législateur qui a porté plainte, il faut que quelqu'un soit porteur. C'est beau d'avoir des chartes, mais si personne dénonce le débordement de la charte, qui va le faire ? Ça, c'est aussi facilité par les tailles de structure. Vous êtes plus de 11, vous avez un CSE, vous avez un délégué du personnel. Donc, en tout cas, moi, il me semble que la base, c'est d'abord avoir une charte de bonne pratique. Parce que finalement, là, nous faisons de la prévention. Là, on offre des ateliers, on propose, on n'offre pas. On offre, c'est normal d'offrir, c'est pas un cadeau. On doit remplir notre mission. Des ateliers à la destination des intermittents et des pigistes. Mais le problème, c'est que si vous mettez quelqu'un à un niveau de formation, on va générer des heurts si la personne en face n'est pas au même niveau de prévention. Ce n'est peut-être pas un hasard que vous disiez tout à l'heure que vos salariés sortaient d'une formation sur les violences. Et vous avez quelqu'un qui arrive avec sa posture de cow-boy en face, avec un discours totalement inadapté. Tant mieux, ça permet de révéler. Mais le mieux au niveau de prévention, c'est que tout le monde soit au même niveau de prévention. C'est-à-dire que comment on fait dans la vie, en fait, j'ai envie de dire, bienvenue encore au XXe siècle, quand on parle de service, il n'y a personne au service de personne. On a quelqu'un, on fait quoi ? On fait un café ou un thé de bienvenue, mais déjà on se présente. On présente la charte et on pose de façon sympathique et on contractualise moralement, parce qu'on ne peut pas le faire juridiquement, le fait que tout le monde s'engage à. Parce que de toute façon, celui qui ne répond pas à un engagement moral est dans une infraction civile. Mais le tout, c'est que les bases soient les mêmes pour tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir un... Quand je fais de la prévention sur... je suis très bavard, donc je compte sur vous pour me couper. Quand je fais la prévention sur les différents types de harcèlement, il faut aussi prendre en compte la dimension de présomption d'innocence. Vous avez quelqu'un qui arrive du jour au lendemain, qui avait des abus de langage qui devaient être cadrés. Si on le sanctionne du jour au lendemain sans expliquer, ok, pourquoi pas. Le mieux, c'est de le faire accéder au fait que non, sa façon de s'exprimer, elle passe pas. Là, on va voir la capacité de la personne à s'adapter ou pas. Je préfère me taire, sinon je vais continuer. Non, moi je veux le laisser parler. Non, ce qui peut-être, ce sur quoi vous pouvez peut-être développer, Olivier, c'est sur cette question de la médecine du travail et du fait qu'un intermittent qui est en souffrance, parce que justement il va se sentir dans une relation de servitude avec un metteur en scène, si je prends cet exemple-là, dans le rapport technique et artistique, qu'est-ce qu'il peut faire en fait concrètement ? Est-ce qu'on peut prendre deux exemples ? Celui qui a une structure où il va avoir un référent au sein de sa structure avec une DRH forte, et celui qui se sent seul et qui va pouvoir peut-être aller à Tali Santé ou de toute façon référer de cette souffrance. Est-ce que vous pouvez faire part de ça ? Alors là, c'est plus dur quand on est intermittent, c'est plus dur. Un peu moins dur, j'ai envie de dire, excusez-moi, la graduation, c'est pigiste, parce que pigiste, il y a des associations constituées qui sont un petit socle, une petite colonne vertébrale, c'est déjà pas mal. Après, on a le salariat où on a des colonnes vertébrales un peu plus fortes. La règle sera la même pour tous. Après, moins on a de support à étayage, plus il faut faire appel. Bon, si vous prenez Tali Santé ou pour les autres services de santé au travail, toutes les demandes faites par un salarié ou un intermittent vers un service de santé au travail, l'employeur n'en est pas informé. C'est-à-dire que même si je suis régisseur dans un théâtre et que tout le monde pense que je suis costaud et je ne vais pas prendre un rendez-vous en me disant ouf, il vient de se passer quelque chose de lourd, on va dire que ça y est, c'est le maillon faible, on va s'en débarrasser. Tous les rendez-vous pris à l'initiative, quel que soit le statut,
l'employeur n'en est pas informé. Donc on contacte son service de prévention au travail, on fait part des difficultés. Le service de santé au travail peut vous proposer une assistance sociale, un accompagnement psychologique. S'il y a une urgence, le médecin du travail peut faire un signalement, peut faire un retour sous couvert d'anonymat, c'est QFD. On ne va pas dire, nous avons rencontré mademoiselle Tant, tel jour à telle date. Bah non, ça ne marche pas. C'est toujours sous couvert d'anonymat. Après, je vais vous dire, attention, il y a le texte et l'esprit du texte. Ça va dépendre aussi du médecin qu'on a en face. Parce que finalement, là, on parle de créateur, d'artiste, ça dépend de l'artiste qu'on a en face. C'est toujours pareil. Donc de toute façon, généralement, s'il y a une alerte, les médecins du travail sont à même de faire des alertes, même à l'inspection du travail, de façon anonyme. Toc toc, on va voir ce qui se passe. Il se passe quoi là? Parce que finalement, allez, je déborde encore un petit peu. Non, il n'y a pas de souci. En fait, je voulais même que vous soyez plus précis, parce que là, ce signalement, il peut être fait à partir du moment où plusieurs intermittents du spectacle vont voir un service de santé, bon, par exemple Tali Santé, sur la même structure. À ce moment-là, il y a une obligation d'enquête au sein de la structure. Il n'y a pas une obligation d'enquête, il y a une obligation d'alerte. La médecine du travail, c'est ce qui frustre beaucoup les médecins du travail. Les médecins du travail... finalement, la question de harcèlement, le médecin du travail doit prendre la question de harcèlement, le passer le relais, mais il n'a pas le droit de donner son avis. Un médecin du travail n'a rien à dire sur la réalité ou pas d'une question de harcèlement, ça ne le regarde pas. On est sur un volet légal qui doit être investigué par une enquête. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que vous savez, sinon on va être dans le « Ah ouais, mais alors lui, il avait vraiment une tête à ça. » Donc il y aurait des têtes pour mériter ça et il y avoir des têtes pour faire ça. Donc voilà, tout ce qui est subjectif, vous savez, le propre ressenti, ouais, mais mon intime conviction, non, tout ça on met de côté, et puis on fait des process bien carrés d'investigation. Alors, est-ce que les permanents et les intermittents du spectacle qui viennent dans une structure, qui connaissent bien ou pas la structure, est-ce qu'ils sont informés, en fait, qu'ils peuvent aller contacter leur centre de prévention santé pour faire part de leur malaise? Parce que, encore une fois, s'ils sont plusieurs, il pourra y avoir cette alerte. Et vous m'aviez dit qu'on avait préparé qu'à ce moment-là, le centre de santé allait aller vers la structure pour peut-être faire une enquête. Donc ça, j'aimerais bien que vous en parliez, parce que c'est très concret pour notre public de professionnels aussi ici. Même les salariés de grandes entreprises, s'ils ont l'habitude d'un service RH, ils ne savent même pas qu'ils peuvent aller en direct vers la médecine du travail. Mais donc, tout le monde peut aller en direct. Même s'il y a un signalement, qu'il y a 10 signalements ou 15, il y aura une alerte. Le médecin va se sentir plus à l'aise pour faire une alerte s'il y a plus de signalements. Mais à partir d'une, il lance une alerte. Mais il n'investigue pas. Il lance une alerte, nous allons venir voir, et là, on investigue les conditions d'emploi. Et après, il y a l'inspection du travail. L'inspection du travail, ce n'est pas une machine infernale dans laquelle on met le doigt. L'inspection du travail, de toute façon, ils n'ont pas de thunes. Donc même si vous lancez une alerte auprès de l'inspection du travail, ils vont prendre le temps de regarder, savoir si c'est vrai ou pas, puis ils vont aller voir. Ce ne sont pas des machines infernales, tout ça. Merci, Olivier Coldefi. Alors, par rapport au temps qui nous est imparti, ce que je vais faire, c'est que je vais poser... alors là, j'ai bien sûr une quinzaine de questions, donc on n'a absolument pas le temps, je vous rassure. Mais j'ai 3 questions que je vais poser à nos intervenants, et comme ça, ils pourront choisir à quelle question ils veulent répondre. Donc la première, ça recoupe des choses qu'on a dites depuis le début, mais c'est plus précis. Le risque du passage du service à la servitude, est-ce qu'il est le même pour chaque production, ou comment le définir selon vous? Ça peut être une première question. Celui ou celle qui veut la prendre. La deuxième question, qu'est-ce qui peut être le garant qu'on ne passe pas du service à la servitude? On y a peut-être déjà répondu. C'est-à-dire, est-ce que c'est cette fameuse charte? Est-ce que c'est le rappel des lois? Est-ce que... Voilà, ça m'intéresse d'avoir vos points de vue. Et quel serait le meilleur outil pour se prémunir d'une servitude? Donc, ça revient un peu au même. Mais c'est une charte, c'est un référent du harcèlement au sein des structures, c'est la présence de la médecine du travail. Voilà. Qui veut commencer? Et j'ai envie de dire Yves. Alors, à quelle question? Enfin, comment se prémunir, comment se protéger, comment préparer tout ça? Alors, ça tient. Plus on sera en amont, plus on interviendra en amont, mieux on arrivera à se protéger.
C'est-à-dire qu'il y a le choix dans la programmation, le choix même des metteurs en scène qu'on va accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne devrait pas avoir faire ça, mais si on s'était renseigné sur le maître, on n'y serait pas allé. Je veux dire, il y a des précédents tellement importants qu'on découvre par la suite, des changements d'équipe totales, des remplacements, des choses qui ont été tolérées dans des théâtres européens. Je ne vais pas citer, Alors, je pense qu'on n'y serait pas allé. En tout cas, on n'y serait pas allé de cette manière-là. Donc c'est vraiment très en amont à la signature, au choix du metteur en scène, du projet, de son équipe artistique. Et après, c'est en préparation, en savoir-être. Il n'y a pas besoin puis surtout de mettre des mots très rapidement. On a le droit de s'engueuler. Enfin, de nouveau, la limite, elle est très compliquée. On en parlait aussi en préparation. C'est pas non plus, on va pas devenir des petits fonctionnaires. On est quand même c'est un milieu de création. Les gens mettent beaucoup de leur histoire. C'est une relation qu'on a entre nous, mais elle peut très bien se passer. On peut avoir des doutes, on peut ne pas être d'accord, on peut en parler très sincèrement, on peut lever la voix, ou pas, mais ça doit redescendre très rapidement. Et si on n'y arrive pas en direct, il faut qu'il y ait des instances qui puissent contrôler tout ça et mettre des warnings très rapidement. Après, on sent, c'est comme quand vous êtes en tournée, vous arrivez dans un théâtre, vous savez très rapidement que ça va bien se passer, ou pas. Dans une équipe, là, on est en création avec, par exemple, c'est splendide. Il y a une écoute, le texte a été amené, les techniciens participent aux répétitions, en salle de répétition. On sait que ça va être très doux. Moi, je connais, c'est mon ancien directeur qui fait la mise en scène. Je sais qu'il peut devenir très compliqué, mais il arrivera, lui, à trouver le mot juste. Je pense qu'ils ont évolué, les gens ont écouté. Est-ce qu'il faut vraiment mettre un protocole très précis je regarde mon collègue ici qui va recevoir. Dans ce cas-là, oui, parce qu'ils sont avertis très clairement et ils ont besoin de se protéger. Que ça devienne systématique, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée non plus. Oui, mais peut-être, j'espère d'ailleurs, qui prendra la parole tout à l'heure, parce que là on est allusif. Quand vous dites, Yves, qu'il faut intervenir en amont, et là, dans la préparation, vous m'avez parlé bien en amont, mais en fait, en amont, par exemple, Christian Lupa, il a signé la charte, il a coché toutes les cases de bonne conduite, sauf qu'en fait, il n'a pas respecté cette charte. Et ça s'est très bien passé, en fait, au début. Donc, c'est vraiment problématique, parce que les théâtres ne peuvent pas enquêter sur les artistes en amont avant de les recevoir dans leur théâtre. Après, il y a la règle et l'usage, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des réputations qui suivent les personnes, mais là, vous n'étiez pas non plus au courant. Alors maintenant, c'est sûr que tout le monde est au courant. Et que c'est peut-être ça qui est en train de se développer dans le métier, parce que les gens ne veulent pas forcément tout le temps porter plainte. Alors, je ne voulais pas forcément parler ici des violences, harcèlements sexuels et sexistes, mais beaucoup de victimes qui sont pour la majorité des femmes n'osent pas porter plainte. Mais maintenant, il y a dans le métier, alors je ne veux pas dire de rumeurs, parce que de rumeurs... il y a bien sûr la présomption d'innocence, mais maintenant, beaucoup de personnes dans le métier savent que tel artiste, homme ou femme, c'est mieux de ne pas trop s'en approcher, de ne pas lui laisser un stagiaire ou une stagiaire, parce qu'il y a des risques qui sont graves. Et donc, il y a une différence sur le plan de la justice et le plan de la réalité de nos métiers aussi, avec ce que vous dites. Vous avez parlé d'un metteur en scène compliqué, et le fait de... oui, il y a des répétitions où ça peut tout à fait arriver qu'un metteur en scène pète un plomb et 5 minutes après que tout aille bien et que ce soit dans un accord et que tout d'un coup on n'est pas non plus être tout de suite dans le juridique. Mais là c'était un cas extrême. Mais c'est ça qui m'interroge là sur cette intervention en amont. Là, d'une certaine manière, vous aviez déjà fait ce qui devait être fait. C'est ça le problème, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a plein de promesses. Enfin, c'était bien le problème, c'est qu'il y a eu non seulement tout le travail, le suivi, le recadrage. Il y a eu pas mal de recadrage. Toute cette part, on n'est pas arrivé chaque fois avec des promesses. Il regarde dans les yeux, il dit oui, je promets. Et puis ça dure 24 heures et on repart dans les travers.
Et après, il y a aussi toute une... Enfin, dans ce cas précis, il y a une pression parce que c'est vrai qu'il y a un grand investissement d'argent, il y a pas mal de coproducteurs, il y a des directions, les comédiens, il y a qu'est-ce qu'ils vont... Voilà, il y a Avignon qui vient derrière. Il y a pas mal de pression qui fait qu'on essaie de se maintenir au maximum et de pas voir ce qui se passe exactement. Et voilà. Enfin, beaucoup Oui. de promesses non tenues aussi. Alors, que faire contre ça? Oui, il y a une pression. Je voulais mentionner une chose que vous m'aviez dite dans la préparation qui est assez stupéfiante quand même. Je veux vous citer exactement, sachant qu'en fait, je vais citer les réseaux sociaux qui vous ont suivi. Juste un instant, je laisse le suspense. Page 4, page 5. Page 6. Il y en a 15. Non, bah, je vais le dire de mémoire. C'est en fait les réseaux sociaux qu'on dit que c'était une honte en fait que des techniciens abîment la carrière d'un grand metteur en scène en fait. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est normal que ça passe pas, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre parmi vous, par exemple Ondine, voudrait rebondir sur l'une de ces questions? Qu'est-ce qui pourrait être le garant qu'on ne passe pas du service à la servitude? Est-ce que ce serait la charte? Est-ce que ce serait... comment, pour vous, qu'est-ce qui serait le mieux dans le métier à faire pour que les choses se passent bien, en fait? Je ne sais pas si ça va bien répondre à l'une ou l'autre question, peut-être je sais pas. C'est au niveau de la formation, je pense, des techniciens, régisseurs. Voilà, au TNS maintenant c'est régie création. Quand je l'ai fait, c'était juste régie et la formation des comédiens, la formation des metteurs en scène, et que en fait on sache de quoi est fait le travail de l'autre, quoi, et qu'on le respecte et ça c'est hyper important. Que aussi en tant que technicien quand on est en école, parce que je trouve qu'en école, moi on m'a appris à rester à ma place aussi, quoi, et à accepter. Et oui, je pense qu'il y a plein de situations que j'ai vécues en sortant de l'école qui étaient clairement une forme de harcèlement. Et j'ai pas dit parce que c'était un peu comme ça, quoi. Enfin, j'avais pas appris, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte des choses et je pense qu'en tant que technicien, il faut aussi qu'on apprenne dans les écoles à se sentir légitime, à se sentir créateur, force de proposition, qu'on puisse savoir qu'on peut avoir notre pensée et qu'on peut être là, quoi, et qu'on n'est pas juste dans l'ombre et qu'on a une parole et qu'on se sente légitime d'être là, quoi. Et pour les metteurs en scène, apprendre qu'on travaille avec des personnes qui sont des personnes, on ne peut pas leur parler n'importe comment, on ne peut pas tout exiger, il faut parler. Pour les scénographes, enfin pour tout le monde en fait, il faut qu'on sache ce que font les autres et qu'on sache travailler ensemble, quoi. Et ça c'est... En tout cas, ça a peut-être changé aujourd'hui, mais je pense que c'est une chose qui serait importante à faire. Au tout début, j'ai mentionné ce spectacle service. Est-ce que vous pouvez nous dire en faisant, alors j'ai fait le pitch tout à l'heure, mais nous dire ce que vous a apporté ce spectacle par rapport à ces questions-là, justement? Parce que le spectacle traite de ce rapport entre service et servitude avec les techniciennes plagient la metteuse en scène et son rapport tyrannique aux techniciens avec du mépris et autres. Donc elle s'en amuse, elle le dénonce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et dire ce que ça vous a fait de jouer ça et comment ça a été perçu et reçu par les uns et les autres? Bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait toujours du bien, en fait, ça fait du bien de jouer aussi, d'être sur le plateau.
Ça fait du bien parce qu'on a beaucoup travaillé à partir d'expériences personnelles, de situations qu'on a vécues. Et donc, Olivier, le dramaturge, a réécrit à partir de ça. Donc, ça fait du bien aussi de se dire en tant que technicienne que le plateau, il est aussi à nous et qu'en fait, on peut récupérer la lumière, on peut faire le texte, et puis on invente quelque chose comme ça et c'est super agréable de vivre ça. Merci. Est-ce que Christine, Olivier, vous voulez réagir à cette triple question sur justement comment... donc, qu'est-ce qui peut être le garant qu'on ne passe pas du service à la servitude par rapport aux outils qu'on a ou aux outils qu'on pourrait inventer? Alors, je rebondirai sur ce que Ondine a dit sur la formation, parce que parfois, il m'est arrivé au TNS de faire des ateliers avec des jeunes acteurs, et je trouvais important, quand c'était possible, de les mêler avec les apprentis techniciens, pour que justement, ils se rencontrent. Voilà, c'est notre génération, ils se rencontrent, ils discutent, les jeunes techniciens peuvent amener leur savoir-faire. Je pense que la formation est très importante, qu'il y ait des échanges entre les jeunes acteurs et les jeunes techniciens. Et c'est bien aussi quand les jeunes acteurs puissent avoir accès à la technique, puissent avoir quelques notions, regarder comment ça bosse en technique, qui est un véritable échange. Du coup, je trouve que ça désamorce quelque chose, ça dédramatise. Je trouve que le rapport est plus sain. Et puis, concernant comment dirais-je, la servitude, moi, je me disais, bon, moi, je suis metteur en scène, donc je suis un peu à côté, mais ce qui est important et ce que j'ai toujours essayé de privilégier en ce qui me concerne, c'est un endroit de dialogue. C'est comment trouver cet endroit de dialogue quand les tensions sont au maximum. Est-ce qu'il faut un référent, quelqu'un qui puisse donner des conseils? Je ne sais pas, quand le metteur en scène est trop despote, mais il y a quand même cet endroit de dialogue. Parce que l'époque change, et ça, c'est bien qu'on mette toutes ces questions sur la table. C'est peut-être aussi une question de génération. En même temps, moi, j'ai plus 20 ans, mais aussi, c'est une question de personnalité, comment dirais-je, de point de vue philosophique, comment on entrevoit le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Qu'est-ce que c'est que faire une mise en scène? Qu'est-ce que c'est que d'écrire un texte, le partager avec les autres? Donc il y a cette question aussi de la personnalité, comment elle voit cet endroit du travail. Et moi, j'ai toujours privilégié la notion de plaisir. Je pense qu'on peut travailler dans le plaisir et que cette notion soit toujours là malgré toutes les tensions. Donc le metteur en scène, il est là aussi, pour moi, je parle, pour déjouer les tensions. Il est au milieu et il doit essayer de déjouer toutes les tensions. C'est ce que j'appelle l'endroit de dialogue. Après, je ne sais pas si dans un théâtre, peut-être il faut une référente, un référent, je ne sais pas, un psychologue, un médecin du travail, quelqu'un pour, quand ça ne va pas, aller trouver cet endroit de dialogue. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la manière dont on parle de cette table ronde, en opposant artistique et technique, et finalement, on oppose la figure du metteur en scène avec celle des techniciens, puisqu'en fait, c'est le premier interlocuteur avec les techniciens. Mais c'est vrai que là, on n'a pas du tout parlé des rapports entre les comédiens et la technique. Je ne sais pas si ce rapport-là entre service et servitude les concerne beaucoup, mais ça pourrait être l'objet d'une autre table ronde. Je vais m'adresser à Olivier Coldefy, avec une question peut-être spécifique pour vous, mais en lien avec les autres. Quand on a préparé, vous avez dit que vous ne voulez pas parler, vous, de maltraitance, mais au contraire de bientraitance, pour traiter la question de la maltraitance. Est-ce que vous pouvez développer ça ? Ça passe par la prévention. Sur la question des référents, toujours pareil, c'est une question de moyens. À partir du moment où vous avez une structure de 11 salariés, vous avez obligatoirement, ceux qui ne l'ont pas encore, c'est l'occasion de se mettre à jour, un référent harcèlement du CSE, c'est obligatoire. 11 salariés, un référent.
un référent égale obligation de 2-3 jours de formation pour le référent. Mais on se rend Qui compte... qui n'est pas en conformité? Oh non, mais ça, qui est en conformité? Il faut poser la question dans l'autre sens. Mais c'est toujours pareil, on se rend compte de l'existence de la limite que quand on la franchit, hein, tout simplement. Là, c'est l'occasion de se mettre à jour. Donc c'est une question de prévention, d'abord, et après c'est une question de terme, mais là qui appartiendra à chacun, parce que finalement on parle de technicien, service ou servitude, on revient depuis la nuit des temps, on sait que l'outil est le prolongement de la main, mais en 2023 il serait temps de comprendre que le technicien c'est pas l'outil finalement du metteur en scène. Pourquoi on a créé et avancé dans le code du travail? Simplement, c'est des trucs très pragmatiques, c'est que simplement nous avons une espérance de vie de plus en plus longue. Donc merde, on s'est rendu compte qu'il fallait faire gaffe aux salariés, au niveau physique et psychique. Parce que s'ils se retrouvent à la retraite et qu'il faut payer la sécu et puis des aides derrière, c'est uniquement pour ça qu'on développe de plus en plus le code du travail. C'est parce qu'on a une durée de vie de plus en plus longue. On a une obligation de prendre en soin la dimension physique et psychique. Ça, c'est une obligation. Donc cette question du salarié qui peut être identifié à un outil, mais il faut s'enlever cette idée de la tête, ça n'existe plus, ça ne doit plus exister. Sauf que tant que ce n'est pas dénoncé, ça continuera à exister. C'est ça l'ambiguïté finalement. Parce que finalement, qui donne la place à qui? Je suis un peu de pro, hein, vous avez le droit de m'allumer. Mais les metteurs en scène donnent du pouvoir aux techniciens et vice-versa. Mais parce que c'est quoi le jeu de dupe? Alors moi, je ne suis pas dans vos secteurs, donc pour moi, un technicien, c'est aussi un créatif. Hein. Mais on parle de sublimation. Voilà. Je suis psychologue, je suis linguiste, une dimension anthropologique. C'est quoi la sublimation depuis la nuit des temps? La sublimation, c'est comment transformer une charge émotionnelle en quelque chose défini comme une société comme étant acceptable. Si on prend l'Occident, c'est l'art, le beau. Tous les arts, d'accord? Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on a un metteur en scène qui est capable de transformer ses émotions, ses tumultes, ses ténèbres en quelque chose de beau, et d'un côté, pour allumer la gueule à quelqu'un d'autre, là, c'est full open. Ça marche pas, ça. Hein. Soit on est capable de tout transformer, et ça montre qu'on a une capacité d'adaptation, ou soit on oblige les gens à s'adapter. Mais pourquoi il y aurait un passe-droit? Parce que ça serait sur le registre de la créativité. Mais ça vient d'où? Ça me renvoie les 3 plus grandes boîtes de publicité au monde sont françaises. Voilà, ce sont de nos clients à Thalys Santé. Les directeurs artistiques dans les boîtes de pub, ils sont encadrés. Ils sont encadrés. Vous avez un N+1 ou 2 N+1. Et en tout cas, voilà, ce ne sont pas des équipes qui ont fonctionné comme les autres équipes. Parce qu'on sait très bien qu'il y a besoin d'encadrer et de canaliser. Il ne s'agit pas de changer les gens, on ne change pas les gens, mais de voir la capacité d'adaptabilité des gens. Ah, mais on ne changera pas, il est comme ça. Bah, ça, c'est un feu vert, ça. Depuis quand les gens ne changeront pas? Soit les gens s'adaptent, soit ils devront migrer vers autre chose, mais ce qui est logique. Merci. C'est peut-être abrupt, hein, excusez-moi. Non, moi c'est clair, et comme on n'aime pas la langue de bois, on est très content et très contente. Alors, vous êtes très nombreux, on est très touchés de votre présence, et il est tout à fait possible que sur un tel sujet, vous ayez aussi des choses à dire. Je veux dire, soit un témoignage, soit on va faire circuler un micro, soit des questions, en sachant que il y a parmi vous des gens qui ont de grandes responsabilités dans le milieu du spectacle, donc ils auront peut-être aussi des choses à nous dire pour informer. Merci. Si vous pouvez vous présenter quand vous prenez la parole, c'est plus clair pour tout le monde. Merci. Oui, bonjour tout le monde. François Perroni, compositeur principalement pour le théâtre, avec une part forcément de technique, comme tous les compositeurs qui travaillent pour le théâtre. Il me semble qu'il y a des points qui ont été pas complètement abordés jusqu'au bout, notamment dans la psychologie, on pourrait dire, de l'intermittence, qui est donc un métier précaire et avec des équipes qui changent tout le temps. Et je crois que ça explique, d'une certaine manière, le fait qu'on accepte les servitudes de manière positive, parce qu'on sait que l'équipe, même si elle est mauvaise, si elle ne fonctionne pas, ça va s'arrêter au bout d'un mois et demi, donc on va pouvoir s'en sortir comme ça. Deuxième chose, on a peur aussi, quelque chose d'assez négatif, qui est d'être blacklisté si on réagit, si on s'oppose. Et troisième chose, enfin, c'est pas la troisième chose, c'est la conséquence de ça, c'est qu'on en vient même à se dire entre nous, et même à dire quand on parle à des jeunes, que une des qualités qu'on demande à des gens comme nous, c'est d'être un dur à cuire, d'être carrément capable d'accepter ces servitudes comme étant une donnée normale de nos métiers. Et ça, je pense que c'est vraiment là aussi où il faut être très vigilant sur la formation auprès des jeunes, leur dire que ça n'est pas une qualité.
Mais je pense que on va être beaucoup ici à comprendre ce que j'ai voulu dire, et donc si vous voulez réagir là-dessus. Merci. Oui, alors, je vous rejoins, on n'est pas rentré dans ce détail, mais effectivement, je vais même aller plus loin. On peut rencontrer des intermittents qui viennent nous voir et ils se disent, il n'y a qu'une semaine à tenir. Comment on interprète soi-même finalement la situation en pensant que ça va permettre de leur durer. Et ça renvoie l'exemple de ce qui s'est passé à Genève, c'est que quand finalement ils ont su que ça allait continuer, pas s'arrêter, que ça s'est écroulé. C'est que souvent, c'est triste, hein, mais c'est l'autopréservation qui est une façon de s'abîmer. Je n'ai qu'un mois à tenir. Waouh, c'est monstrueux, ça permet peut-être de tenir, mais à quel prix? Mais oui, tout à fait d'accord. Oui, et la différence, c'est qu'on est en 2023 aujourd'hui. Donc en fait, ces comportements-là ou attitudes-là qu'on comprend parfaitement, elles ne sont plus possibles. Alors il y a monsieur qui voulait prendre la parole et ensuite monsieur derrière. Bonjour, Raphaël Dupéraud, donc je suis directeur technique de spectacles et d'événements. Aujourd'hui, je suis indépendant. J'ai travaillé longtemps au Centre dramatique national, donc avec beaucoup justement de création artistique au plus près des metteurs en scène, des metteuses en scène. Et alors, d'abord, je voulais remercier Ondine pour cette notion de technique vécue comme un frein, que ce soit par l'artistique, mais aussi parfois par l'administration, les productions ou les directions. C'est quelque chose qui va nous donner beaucoup à cogiter. Oui, je suis membre de Reditech aussi, et voilà, c'est une question qui va... Mais c'est pas là-dessus que je voulais vous poser une question. C'était, en fait, ça fait longtemps, c'est une réflexion que je me fais depuis très longtemps, sur cette ambiance de travail du spectacle, qui est à la fois quelque chose qu'on vient chercher, c'est-à-dire qui attire les gens dans ces métiers-là, ce côté familial, alors il y a la notion de bienveillance qui vient beaucoup, cette notion de travail plaisir, on en a parlé, etc. Mais qui justement est aussi le prétexte, la porte ouverte, enfin la possibilité de prêter le flanc à tout un tas de dérives, de servitudes, justement en fait, qui est, voilà, et du coup je me demande, est-ce que la solution, c'est une vraie question très ouverte, est-ce que la solution c'est d'aller vers une normalisation des rapports dans le spectacle, à l'instar des entreprises lambda, avec des rapports exclusivement professionnels et tout ce que ça peut induire derrière de bénéfices en termes justement de clarté, de prévention, etc. Mais est-ce que c'est la bonne voie, sachant que justement cette ambiance de travail très particulière du spectacle, ça fait partie des rares choses encore attractives dans nos métiers et en même temps faussement attractives. Voilà, j'imagine que Olivier Colfedi va répondre, mais je suis aussi très curieux d'avoir la réponse de Ondine Traga. Alors, ma réponse vite fait, il faut faire attention, c'est comme si le fait de poser une charte et une règle de bonne conduite allait tuer la fraternité, le côté jovial et amical. Non, ce que je veux dire, c'est qu'une charte, ça pose les possibles et les interdits. Après, il y a les exceptions à la règle. Quand vous dites vous calquez une entreprise lambda, il y a des très gros théâtres, ça ressemble déjà à des entreprises lambda. Mais ce que je veux dire, la dynamique et la culture d'entreprise, ça existe. Pouvoir faire le tri du grain de livret et des mauvaises habitudes dans une culture d'entreprise ou culture familiale, pour faire référence un peu à ce que vous évoquez, c'est aussi possible. On peut cadrer. Cadrer, ça ne veut pas dire annihiler et tuer l'âme d'une structure. C'est deux choses bien différentes, très différentes. Et pour recadrer, il faut pouvoir avoir cadré avant. Je laisse parler Ondine. C'est un peu difficile comme question parce que moi je travaille en compagnie, donc et je travaille avec. Ouais, ça m'est un peu difficile de répondre parce que effectivement, comment est-ce que c'est possible de comment dire, de garder cette manière d'être ensemble où c'est vrai que le personnel et le professionnel se floutent, quoi. Aussi, c'est important de le dire, qu'on est des amis et puis collègues en même temps. Donc comment est-ce qu'on fait? Ouais, c'est une question hyper importante, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris le parti, moi, de travailler avec plutôt des amis qui sont aussi mes collègues, mais d'abord des amis, quoi. Et de choisir sa famille théâtrale, en fait. Puisque arriver ivre en répétition, et parce qu'on est ivre d'insulter tout le monde, on n'est pas obligé de supporter des personnes ivres. Et dans un cadre familial, parfois, les enfants sont séparés de leurs parents parce que les comportements des parents ont dépassé toutes les limites possibles.
voilà. Monsieur. Oh, pardon. Je vais juste te répondre. Aujourd'hui, on prend, là moi je représente le CAL ou pas, mais j'ai 10 ans de direction technique, donc on fait 3, 4 créations par année. Je viens de la danse avant. Il y a sur les 18 années de pratique et d'accompagnement de création, il y a 3 mauvaises expériences et il y en a une quantité d'excellentes. On est parti en tournée, des amitiés sont créées. Voilà, où les techniciens sont écoutés, ils sortent la guitare, composent des morceaux, sont source de propositions. Donc là, aujourd'hui, on focalise sur le mauvais côté, mais des bons, il y en a vraiment beaucoup. Et trop, enfin, il faut garder un petit peu cet état d'esprit de bienveillance et de camaraderie et qui est très important et qui fonctionne encore très bien. Monsieur. Oui, Jérôme Plaza, directeur technique de la Friche Label de Mai. J'ai l'impression qu'on oublie un élément, enfin quelques éléments. En général, le metteur en scène, c'est pas l'employeur. On est d'accord. Donc le rapport qui est institué entre le metteur en scène et les techniciens ou artistes qui travaillent sur le plateau, il est en fait, comment dire, sous la responsabilité de la direction. Et peut-être que je connais pas enfin j'ai suivi comme tout le monde et on a tous, je pense dans cette salle, vécu des situations violentes, compliquées, etc. Comment dire, pardon, s'il y a un soutien, là si vous en êtes sorti entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez, enfin ça a été loin, ça a été grave, loin, mais quelque part il y a eu une action, il y a eu un arrêt, il y a eu une décision d'arrêter, c'est parce qu'il y avait cette charte qui existait, peut-être aussi. En tous les cas, il y avait une direction impliquée dans cette relation au travail. Nous, en général, je ne parle pas de la friche, nous on n'est pas sur de la création, mais en général, dans nos lieux, c'est compliqué, ou dans nos aventures artistiques, c'est compliqué de rentrer. On est à la fois sur de l'affectif, une relation affective, avec un artiste, avec la reconnaissance qu'il peut avoir. Et quand nous, peut-être directeurs techniques et équipe technique, qu'on fait remonter qu'il y a des choses qui ne vont pas, bah oui, mais tu comprends, c'est un artiste. Je pense qu'il faut plus travailler dans ce sens de charte, d'esprit au travail, et effectivement avoir une direction qui accompagne les équipes de production, les équipes techniques qui sont sur le terrain et qui soient attentifs à leurs conditions de travail. Parce qu'après, effectivement, tous les marqueurs, tous les éléments juridiques, ils existent. Il faut informer les gens, mais tout ça existe déjà. Moi, je pense que c'est vraiment le soutien d'une équipe qui a envie de créer. Et oui, attention à la normalisation aussi. C'est vrai que je crois qu'ici, on fait tous ce métier-là aussi parce qu'on travaille sur, encore une fois, des émotions, des choses qui ne sont pas forcément complètement normalisées. Ça n'empêche pas qu'il faut avoir du respect les uns envers les autres, bien entendu. Alors, il y avait la dame ici, et ensuite, il y avait un monsieur par là-bas, monsieur et monsieur. Allez-y, madame. D'accord, je ne savais pas s'il y avait une réponse. Alors, bonjour, Esther Nissar, directrice technique adjointe au TNS depuis peu. Je ne vais pas parler au nom du TNS, puisque vraiment, je découvre cette maison de création, entre autres. Et j'ai, avant, travaillé en régie générale et direction technique dans une plus petite salle. On avait plutôt des résidences. Ma question, elle a rebondi sur plusieurs interventions et réponses, etc. C'est justement ce flou qu'il y a aussi. Olivier, vous parliez de prendre soin, l'employeur a une responsabilité de prendre soin de l'intégrité physique et morale de ses employés. Et du coup, quand on a une compagnie qui vient dans une structure, si on n'a pas effectivement cadré en amont, donc ça c'est quelque chose que je me suis bien marqué, eh bien, on va avoir des équipes techniques permanentes ou intermittentes, mais en tout cas réglementées par un nombre d'heures maximum. Et parfois, la compagnie va avoir cette espèce de flou artistique au niveau du nombre d'heures à mettre. Et peut-être ça va être la personne en régie générale qui va ouvrir à 8h du matin, parce que vous comprenez, on commence à 9h, mais il faut quand même être là à 8h. Et puis, ce serait bien quand même qu'on fasse quelques réglages entre, allez, disons 21h, 23h. Et en fait, du coup, la compagnie, elle, se retrouve à faire des heures qui sont en dehors du cadre. Et moi, même si oui, le cas de Christian Loupa, je l'ai suivi aussi, etc., quand j'ai entendu ce sujet de service-servitude, c'est aussi à ça que j'ai pensé, c'est
voilà, ce flou entre l'employeur compagnie, l'employeur structure, et du coup, l'espèce de qu'est-ce qui les lie, où est-ce qu'on met le cadre. Et une des premières phrases que vous avez dites, Sophie, c'est la limite du service. C'est pas exactement une question, mais c'est un peu connaître vos réactions sur ou vos expériences au niveau du nombre d'heures que l'on met au service de ce projet, de cette création, où on a tous envie d'y travailler. Et sans doute, quand ça se passe très bien, de toute façon, c'est la même chose, les heures. C'est comme si il n'y a plus de règles à ce niveau-là. Et moi, ça m'interroge un petit peu quand même. Ce que je vous propose, c'est que nous ne réagissions pas tout de suite, qu'on écoute les prises de parole de chacun pour peut-être faire une réaction synthétique à notre niveau. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi de vous pointer du doigt. Bonjour, Christophe Gualt, directeur technique Théâtre de l'Odéon. Donc, alors, pour information, nous, on va essayer de le jouer, le Loupa, au mois de janvier. L'idée étant que ça a été demandé comme finir un projet artistique qui était quasi abouti. Hein. On a échangé. On a échangé avec Yves. Bon, on n'a pas la même notion du quasi, mais bon. Pour ce faire, il est vrai qu'on a par contre multiplié les étapes. C'est-à-dire que on a échangé en équipe technique. On a échangé au-delà de l'équipe technique, beaucoup de réunions. On a reçu Christian Loupa. Bon. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a le problème qu'on peut avoir avec les metteurs en scène et il y a les entourages de metteurs en scène. Voilà. Je pense que, et par rapport à ce que tu dis toi, je pense, en théâtre national, mais en théâtre qui a sa propre équipe, on rencontre de plus en plus ce problème quand on accueille des compagnies qui sont déjà constituées complètement. Il y a une différence d'appréciation, de fonctionnement, de base, qui est très complexe et on a du mal à faire joindre ces deux mondes. Je pense qu'il est plus loin que le metteur en scène lui-même, c'est vraiment deux mondes qui, à fonctionner ensemble, ont des difficultés. Parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, parce que faire 3 heures de plus, parce que c'est un rendu artistique qui manque, alors que tout le monde a fini normalement, eh ben on va essayer de le faire quand même et tout. Enfin, c'est là où je pense qu'on a quelque chose à trouver le temps pour faire cette osmose. Et d'où ma deuxième remarque. On a parlé... Alors, là, il y avait 3 mois de création, mais pour une création qui aurait pu en prendre 6, aussi bien. Après, on a le problème de temps. Et je suis désolé, on n'a pas entendu beaucoup le mot production. Mais où ils sont pour nous accompagner, justement, pour faire cette transition, normalement, entre l'artistique et la technique, et sur le point humain. Et voilà. Monsieur, si on peut faire circuler le micro rapidement. Bonjour, Hervé Vincent, Théâtre Équestre Zingaro. Je suis le directeur technique de cette maison-là. Une petite remarque simple. Est-ce que, puisque tout le monde est au service d'un démiurge, quel metteur en scène, ça peut être aussi des fois l'équipe qui peut être un travail collectif. Hein. J'ai travaillé pendant longtemps aussi avec une compagnie qui s'appelle Le Radeau, avec François Tanguy. Donc là, on se retrouve avec une équipe, un vraiment travail de compagnie, mais je pense que la notion de service et de servitude, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée au rôle qu'on a? C'est-à-dire que tout le monde, comédien, metteur en scène, producteur, est au service d'une œuvre qui va arriver sur le plateau, que ce soit un ballet, un opéra, quelle que soit la solution, tout le monde est au service. À un moment, simplement, on peut se retrouver dans sa position, dans son être d'invitant, en tant qu'individu, en position de servitude. C'est la seule remarque que je voulais faire. C'est-à-dire quand est-ce qu'on s'engage dans un travail, on y trouve des compensations, on transcende des choses, il y a des choses qui nous font plaisir, on agit, on est une partie pris. Le grand plaisir de faire du spectacle, c'est pas forcément d'avoir une paye en fin de mois, je vais peut-être en faire hurler dans cette salle, mais il y a aussi quand même le plaisir de découvrir qu'il y a quelque chose sur le plateau qui nous fait plaisir parce qu'on y participe. Voilà. À partir du moment où il y a quelque chose, ou à partir du moment où on se rend dans ce lieu de travail
avec une boule au ventre ou avec l'impossibilité d'y aller, on se retrouve en état de servitude. C'est la seule remarque que je veux faire. Je pense que c'est aussi une position. Merci. Voilà. Monsieur, et après je prendrai la parole pour conclure. Merci, Marc Jacquemont, directeur technique, Agence culturelle Grand Est. Un tout petit mot sur ce qui a été dit par rapport à leur normalisation de nos métiers. C'est une chose, j'ai un peu du mal avec ça parce que je pense que nos métiers sont exactement comme les autres. Alors, ça va pas faire plaisir, mais quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille avec des amis, ça arrive partout. On travaille avec de la motivation, de la surmotivation, et en ça, je pense qu'on retrouve la même chose qu'ailleurs et on n'a pas le monopole de ce type de relation-là, enfin, pour ma part. C'est faux, donc il faut bien revenir là-dessus. Et après, juste un point par rapport au Code du travail, c'est qu'on a parlé de 2008, de 2017 par rapport au harcèlement. Mais il me semble que quand on parle de violence verbale, voire physique, voire d'alcool, le Code du travail n'a pas attendu 2008 pour se prononcer et qu'il est de la responsabilité de l'employeur de veiller au bien-être, je sais pas le bon mot, psychique et physique de ses salariés. Et là, on est en défaut depuis très longtemps. Et dernier point, quand on parle d'un metteur en scène, quel qu'il soit, qui vient faire une création qui a duré 3 mois dans le cadre de la Comédie de Genève, on est clairement sur un chef de projet. Et la réussite de ce projet, de cette mise en scène, va dépendre aussi de sa compétence à faire venir dans ce projet son équipe, qui là est en défaut. Et bien souvent, cette notion-là de chef de projet, de toute façon, c'est un gros mot, mais c'est ce qu'on attend d'un metteur en scène. Et on rejoint la normalisation par rapport aux autres métiers. Merci. Alors, je suis sûre que d'autres prises de parole pourraient être passionnantes, ne serait-ce qu'aussi que des intervenants, mais j'avais dit j'ai un contrat, je dois conclure. Autrement, je vais être virée. Non, c'est compliqué de conclure. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on est d'accord par rapport à votre prise de parole qu'il ne s'agit pas de normaliser en fait une pratique avec un métier qu'on adore, c'est sûr et certain, mais que, rappelez-vous, il y a une loi de 2022 avec le ministère de la Culture pour les violences et harcèlements sexuels et sexistes. Là, il y a un conditionnement des aides publiques au respect d'une prévention sur les violences et harcèlements sexuels et sexistes. C'est un grand pas énorme, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je retiens, moi, de tout ce qui a été dit là aussi, c'est effectivement la question de la production, de la RH et de son rôle impératif à faire dans ce lien, en fait, entre servitude et artistes et techniciens sur ce domaine-là. Et pour finir, ce qui est sûr et certain, c'est que l'affaire Loupa aura eu le mérite, en fait, de mettre les pieds dans le plat pour que des conditions de travail, autant pour les techniciens que les metteurs en scène, changent. Et ça, félicitations, je le dis à titre personnel, à la Comédie de Genève. Voilà. Merci. Au revoir à toutes et à tous.